Depuis un petit moment déjà, l'actualité est ponctuée par des affaires de pédophilie au sein de l'église catholique. De la même manière, on a appris assez récemment que 100 000 personnes avaient porté plainte contre l'organisation Boy Scouts of America, qui est la première organisation internationale des Boy Scouts. Ces histoires de pédophilie-là, dans des milieux institutionnels, qu'ils soient religieux donc, ou dans le domaine de l'éducation comme les Boy Scouts, on les connaît parce qu'elles sont régulièrement médiatisées, on a des livres, des films, des documentaires, des articles qui sont écrits dessus. Ce qu'en revanche on connaît moins, ce sont les affaires de réseaux pédocriminels organisés. Des réseaux donc qui se font beaucoup d'argent sur le trafic d'enfants et la vente de vidéos pédopornographiques. En France, quand le sujet est abordé par les médias, on a la sempiternelle explication du complotisme, c'est-à-dire que ces réseaux-là ont peut-être une réalité dans certains pays pauvres, mais en France ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Pourtant les preuves dans les pays développés, proches de la France, abondent. Pourtant c'est bien un réseau de 660 pédophiles qui a été démantelé en Angleterre avec parmi eux des médecins, des enseignants, des travailleurs sociaux et même d'anciens policiers. De même, en 2015, en Grande-Bretagne, on a 2228 pédophiles, dont des hommes politiques, des célébrités des médias, des hommes d'affaires qui ont été aussi arrêtés en Grande-Bretagne. De la même manière, les tristement célèbres CD de Zandvoort, contenant des fichiers qui étaient stockés et vendus depuis une base de données, ont au total pas moins de 93 000 photos et vidéos de viols et de torture sur des enfants et sur des bébés, et ces chiffres viennent d'Interpol. Et ce sont que quelques exemples parmi tant d'autres qui permettent de se rendre compte finalement que des réseaux pédophiles organisés existent bel et bien en Europe. Donc des réseaux dont l'organisation est extrêmement complexe, tentaculaire, et il est très difficile d'en avoir une approche exhaustive. Mais n'allons pas trop vite, je vais d'abord dans cette vidéo définir ce que j'entends par réseau pédophile organisé, avant de m'intéresser à leurs deux facettes. La première facette étant la facette affairiste, et la seconde facette étant celle sectaire. Les réseaux pédophiles n'existent pas en France. Combien de fois est-ce qu'on a entendu cette phrase à la télévision et dans les médias ces derniers temps? Ce qui est assez drôle à constater, c'est que cette thèse de la non-existence des réseaux pédophiles a explosé quand les médias ont pour la plupart été rachetés par des milliardaires. Je me souviens que pendant l'affaire Epstein, qui est quand même une grosse affaire de trafic de mineurs, aussi bien aux États-Unis et en France, avec la piste de Jean-Luc Brunel, Marianne, qui est un journal que je ne lis pas, mais dont j'avais un numéro sous la main, disait littéralement que les réseaux n'existaient pas. Que finalement, l'affaire Epstein était une affaire isolée, et que cette thèse des réseaux pédophiles organisés revenait souvent comme un fantasme de complotistes. Marianne, qui par ailleurs a été censé à la base être un journal de gauche subversif, et qui a été racheté, un peu comme tout le monde, par un homme d'affaires tchèque. Ce qui est assez drôle à constater, c'est que dès qu'on ouvre le regard un peu plus loin que la France, on constate que même les organisations institutionnelles reconnaissent le problème des réseaux pédophiles, comme par exemple l'ONU ou Interpol, qui utilisent les bons termes pour les désigner. Mais ces termes désignent généralement des individus isolés derrière leur écran qui vont consommer des vidéos et des photos de pédopornographie en ligne, c'est-à-dire sur le darknet, et qui s'organisent souvent en forum avec des discussions, des guides de pédophiles qui sont échangés, etc. Et ce sont des personnes qui restent isolées derrière leur écran et qui ne sont liées entre eux que par le monde d'internet. Il peut arriver néanmoins que ces individus isolés sur les forums, etc., que j'appelle simplement réseau pédophile et non pas réseau pédophile organisé, vont aller payer des familles pauvres, par exemple aux Philippines, pour violer leurs enfants, ou même commander des actes de viol en direct via des chats, ce qui se fait de plus en plus. Mais tout ça, j'en reparlerai plus tard. C'est simplement pour poser une distinction entre ces réseaux-là qui sont présents sur le darknet d'individus isolés qui peuvent agir de leur côté, avec les réseaux organisés qui, elles, sont de véritables structures hiérarchiques où chacun a un rôle déterminé à l'avance. Et notamment, cette structure hiérarchique, cette disposition des rôles permet que le réseau en lui-même ne tombe pas facilement, contrairement à un site internet où on peut arrêter assez rapidement les organisateurs. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont donc les réseaux pédophiles organisés et non pas les réseaux pédophiles du dark web qui ont déjà été traités, je pense, de nombreuses fois. Je rappelle pour l'information qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a eu il y a quelques jours le démantèlement d'un réseau de 400 000
pédophiles, ou du moins c'est ce qui est dit dans la presse, alors qu'en réalité on a simplement arrêté les organisateurs d'un site internet qui avait 400 000 membres. Mais ça permet déjà de se rendre compte de l'ampleur de ces réseaux sur Internet qui ne sont pas organisés. Parmi les rôles dans ces réseaux pédophiles organisés, on a par exemple les rabatteurs d'enfants, dont Marc Dutroux est l'image la plus célèbre. Dutroux, celui qu'on a présenté lors des procès comme un pédophile isolé, je ne vais pas revenir sur le déroulé d'ailleurs de l'affaire qui est extrêmement intéressante, extrêmement parlante pour comprendre comment ces choses-là sont traitées par les machines judiciaires françaises et belges. Mais pour l'information, Marc Dutroux, qui est toujours en prison, a reconnu l'année dernière avoir enlevé des enfants sur les ordres de Michel Nioul et d'autres commanditaires, ce qui, pour ses avocats, était totalement faux. Voilà, on l'a pour la presse aussi, puisque la presse l'a aussi présenté par la suite comme un pédophile isolé. Là, il a quand même avoué, mais les preuves abondaient même avant qu'il avoue. Quiconque s'intéresse sérieusement à l'affaire ne peut pas croire que Marc Dutroux est un pédophile isolé. Je ferme la parenthèse. Ce réseau d'ailleurs de Marc Dutroux, ce réseau-là ressemble énormément à celui de l'affaire Hydrant dont j'ai parlé récemment, donc l'affaire anglaise, où, pour parler chiffres, on fait état d'un bilan quand même de 9 343 victimes mineures et 2228 pédophiles, dont 99 politiciens, pour être précis, 147 célébrités des médias et 81 institutions liées au monde de l'enfance qui sont mises en cause. Donc on voit que c'est de la pédophilie institutionnelle où des personnes ont profité de leur statut social pour s'organiser entre eux et faire passer des enfants, donc faire du trafic de mineurs et tout simplement assouvir leur déviance. Mais on se doute bien que comme vous le constatez, si des politiciens, des hommes importants des médias sont impliqués, comme dans toutes les affaires gênantes, on peut comprendre que l'organisation en réseau devient nécessaire, devient même vitale pour eux, parce que ça leur permet de se protéger tout simplement, ça permet d'éviter que l'entièreté des personnes importantes impliquées tombe, même si l'affaire Hydrant a quand même réussi ça. D'ailleurs, les policiers qui ont enquêté sur cette affaire-là admettent que des preuves ont probablement été détruites pour couvrir d'autres personnes. Donc là, les chiffres que j'ai cités, ce n'est peut-être même pas l'entièreté, et c'est probablement pas l'entièreté du réseau. Donc vous vous rendez compte de la taille de ces réseaux organisés, qui impliquent des personnalités importantes qui se jouent de leur statut social pour assouvir leurs pulsions, et même si l'affaire Hydrant a abouti mais n'a probablement pas arrêté tout le monde, en Belgique en revanche, c'est Marc Dutroux qui a été la tête de turc et qui est tombé pour l'ensemble du réseau, d'où l'utilité d'avoir un fonctionnement hiérarchique et de faire tomber les exécutants pour éviter qu'il y ait une enquête plus profonde. À partir du moment où on désigne Dutroux comme un pédophile isolé, il n'y a plus besoin de creuser, il n'y a plus besoin de faire une enquête coûteuse, longue, etc. L'affaire est réglée. Maintenant que ça est posé, on peut s'intéresser plus précisément au réseau organisé européen et plus particulièrement français. Et donc, si on s'intéresse au réseau français, on va vite le comprendre. On s'intéresse aussi au réseau belge et peut-être plus loin, vous le verrez, il y a aussi des ramifications dans d'autres pays, dont les États-Unis. C'est bien simple, si la justice française ne prend pas, ne serait-ce qu'en compte, ne serait-ce que comme une hypothèse, l'idée des réseaux pédophiles organisés, c'est impossible de trouver des preuves matérielles suffisantes pour que ces hypothèses-là valent dans une cour de justice. Contrairement à ce qui a été pris réellement au sérieux par les autorités britanniques, qui commencent un petit peu à se bouger sur la question, même si évidemment tout n'est pas parfait, même si tout le monde n'est pas encore arrêté, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire et la police britannique le reconnaît elle-même, au moins ils ont pris en compte ces choses-là et ça leur a permis d'avancer. Aujourd'hui en France, je suis sûr que la plupart des Français ne sont même pas au courant que les réseaux pédophiles existent. Le moindre scandale sur ces sujets, en France et en Belgique, est rapidement étouffé. Le fait que le journalisme d'investigation soit pratiquement mort en France, à part sous quelques formes qui résistent encore, fait aussi que les journalistes répètent tout le temps les mêmes mantras, répètent tout le temps les discours officiels de la justice, etc. Comme il n'y a plus d'investigation, comme il n'y a plus de prise de risque, on n'a plus, comme à certaines époques, des discussions, des vrais débats sur ces sujets-là. Donc maintenant, on écoute simplement les communiqués de presse, on les recopie, on va pas chercher plus loin. Donc, vous vous doutez bien que pour moi, recopier des dépêches de l'AFP, c'est pas du journalisme, mais aujourd'hui, c'est la règle, malheureusement. Être journaliste
but aujourd'hui, c'est éviter à tout prix, à la fois de penser et à la fois de faire penser ses lecteurs ou ses spectateurs. Mais alors, comme je dis, si la justice ne s'y intéresse pas aujourd'hui, si les journalistes ne s'y intéressent plus non plus, qu'est-ce qu'on a comme preuve, qu'est-ce qu'il y a de concret pour comprendre, pour étayer cette thèse des réseaux pédophiles organisés? Je dirais qu'on a 3 grandes catégories informationnelles qui permettent de les comprendre. On a déjà, comme je l'ai dit, avant tout ce rachat des médias par des oligarques, on parlait malgré tout ouvertement dans certains journaux des réseaux pédophiles organisés. Donc on a encore ces archives-là dans la presse de l'époque. On a par exemple une affaire de juge niçois qui faisait transiter des enfants dans des fêtes mondaines. Pour en citer une autre, on a aussi l'affaire qui est un peu tombée dans l'oubli du directeur de l'UNICEF de Bruxelles qui fut arrêté en 1987 pour avoir tourné des vidéos pédopornographiques dans les locaux de son association. Donc on a encore une fois une institution proche du monde de l'enfance qui pratique la pédophilie. Une fois qu'on recoupe toutes ces affaires, parce qu'il y en a des tonnes, là je cite quelques exemples, mais dès que vous vous intéressez à ces histoires-là, vous êtes envahi d'informations. C'est des nombres énormes de cas de pédophilie. Mais ça, ce n'est qu'une des catégories informationnelles. Si je prends la deuxième, ce sont tout simplement les vidéos et les photographies pédopornographiques elles-mêmes. Tout simplement parce que sur ces vidéos, sur ces photos, on voit rarement les visages des agresseurs. Par contre, ce qu'on voit constamment, ce sont les visages des victimes. Et avec les nouvelles technologies, on peut efficacement retrouver qui sont ces enfants. À l'époque, on était obligé d'extraire les photos, les visages de ces enfants dans des dossiers et de faire venir les familles qui avaient perdu justement un de leurs enfants pour savoir s'ils le reconnaissaient ou pas. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut retrouver presque en temps réel l'identité de ces enfants. Pas tous, bien sûr, mais ces technologies accélèrent le processus, le simplifient, etc. Si on peut retrouver qui sont ces enfants, on peut retrouver dans quelles circonstances ils ont disparu, ce qui permet finalement de cartographier un peu mieux la taille de ces réseaux, leur ampleur, leurs ramifications, etc. Mais les choses sont encore plus simplifiées quand, et ça arrive, certains pédophiles sont présents sur ces photos et ces vidéos de viol. C'est-à-dire qu'on voit leur visage. Alors là, on peut sans problème normalement les arrêter, mais vous verrez quand je développerai un peu sur ces affaires que ça, en fait, ça se fait rarement et que même avec ces flagrants délits quand même de viol d'enfants, on n'a pas toujours des arrestations à la hauteur de ces crimes. Ça a été le cas par exemple sur l'affaire de Zandvoort. Et là, je vais devoir m'arrêter un petit peu sur cette affaire qui est extrêmement importante sans être exhaustif non plus. Et si vous voulez vraiment rentrer dans les détails de la chronologie des faits, etc., vous avez bien évidemment le documentaire de Karl Zero sur le sujet, Zandvoort, les fichiers de la honte, et le livre coécrit par Serge Gard, un journaliste de l'Humanité, en coopération avec une journaliste du Figaro, et qui est aussi une chronologie des faits. Je vais faire plutôt un état des lieux de cette affaire. Sur les CD-ROM de Zandvoort, aujourd'hui, nous en avons une vingtaine. Et sur cette vingtaine de CD-ROM, il y a en tout, selon Interpol, 93 000 photos et vidéos de pédocriminalité. Donc c'est-à-dire que ça va du viol d'enfants jusqu'au viol de bébés, en passant par de la torture et des actes abominables. Je vais évidemment pas détailler parce que ça n'a aucun intérêt. Ces fichiers étaient stockés sur une base de données à Zandvoort, donc aux Pays-Bas, où des clients donc pouvaient commander ces choses-là, ce matériel, selon une grille tarifaire où en fait, plus les actes étaient violents, sordides, plus le prix était élevé. Et c'est un peu récurrent, c'est-à-dire que dans tous les cas de pédophilie, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on veut des actes horribles, il faut payer plus cher. Sur ces CD-ROM, il y avait aussi, tenez-vous bien, des carnets d'adresses et des relevés bancaires qui n'ont même pas été exploités par la police française. L'affaire finira d'ailleurs sur un non-lieu alors que la police française a identifié à l'époque 472 enfants. 472 enfants donc violés sur ces photos et sur ces vidéos. Le visage de ces enfants a été imprimé pour que pendant 2 semaines, des parents français puissent se rendre dans un commissariat de police et dire s'ils reconnaissent leur enfant ou non. Ce sont donc des parents qui avaient perdu un enfant. Il y a 81 parents français qui ont considéré que c'était bien leur enfant qui était présent, donc qui l'ont reconnu sur ce dossier-là. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, rien n'a été fait et on a dit à ses parents que c'était des sosies. Mais si ces blocages vous semblent bizarres, sachez que c'est vraiment la norme dans ces affaires de réseaux pédophiles et je donnerai quelques pistes de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi plus tard. Ce qui est intéressant de noter, c'est que même un rapporteur de l'ONU qui s'appelle Juan Miguel Petit, qui était spécialiste à l'époque
des réseaux de trafic, des trafics d'enfants, a écrit un rapport qui accablait la police française sur le dossier Zandvoort, remettant en cause le fait que beaucoup d'éléments objectifs qui pointaient justement vers la thèse d'un trafic d'enfants n'ont pas été pris en compte. Donc même des institutions extérieures ont reproché à la justice française son inaction et le fait de n'avoir pas mené une enquête sérieuse et profonde sur les réseaux derrière Zandvoort. La troisième catégorie informationnelle, ce sont les témoignages. En attendant qu'il y ait des investigations sérieuses de mener, c'est finalement la catégorie informationnelle la plus importante pour comprendre les réseaux. Tout simplement parce que ces témoignages sont précis, se recoupent entre eux, et je développerai plus loin. Ces témoignages, ils viennent soit d'enfants qui ont réussi à sortir des réseaux, soit d'adultes qui parlent de leur enfance dans ces réseaux. Les témoignages sont assez nombreux, mais sont vraiment très précieux parce qu'en général, il y a une pression énorme qui pèse sur les victimes, étant donné que ce sont des réseaux qui fonctionnent sur la menace, un peu comme tous les réseaux qui se font de l'argent sur des choses illégales. Et d'ailleurs, ce ne sont pas que des menaces, puisque ce sont des choses qui sont régulièrement exécutées. Il suffit de s'intéresser aux affaires Zandvoort et à l'affaire Dutroux sérieusement pour s'en rendre compte. Mais pourquoi ces témoignages sont si vraisemblables malgré l'horreur de ce qu'ils racontent et malgré le fait que ce soit des témoignages et donc des catégories de preuves, si l'on veut, objectivement inférieures à ce qu'on pourrait avoir avec des preuves matérielles. Premièrement, les témoins sont expertisés par des psychiatres ou des pédopsychiatres selon leur âge qui confirment qu'ils n'ont pas de pathologie mentale, tout simplement. Des pathologies mentales qui auraient pu tout simplement les faire délirer, les faire affabuler. Les pédopsychiatres et les psychiatres de ces témoignages disent tous que ces personnes ont vécu des traumatismes liés à des abus sexuels répétés, à des tortures, etc., etc. Deuxièmement, et c'est un point très important, les témoignages se recoupent entre eux. C'est-à-dire que des enfants qui ne se connaissent pas, qui habitent à des centaines de kilomètres d'écart, reconnaissent parfois les mêmes pédophiles, parfois les mêmes lieux, et peuvent les citer très précisément. Et tout ça, bien sûr, est toujours noté dans les dossiers des différentes affaires, donc tout ça est établi de manière extrêmement protocolaire, extrêmement sérieuse. Troisièmement, donc si on exclut ces pathologies mentales qui ont été balayées, de toute façon, les témoins n'ont aucune raison d'affabuler. Ce sont soit des témoins totalement anonymes, soit des témoins qui se sont isolés à la campagne sans donner leur adresse à personne. Ce sont des témoins qui vivent constamment dans la peur que les membres du réseau les retrouvent. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que leurs témoignages sont rarement pris en compte par l'appareil judiciaire. Il n'y a pas de prise en compte de ces victimes-là, ils ne sont pas considérés comme tels. Étant donné que leurs témoignages ne sont même pas valorisés, il n'y a aucun intérêt pour eux à affabuler. Ils ont beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner finalement. Tout ça fait que les témoignages sont extrêmement fiables dans ces cas précis. Et c'est en compilant beaucoup d'entre eux que j'ai pu essayer d'établir schématiquement comment ces réseaux pédophiles organisés fonctionnent. Je vais donc essayer de vous proposer une synthèse de tout ça. J'ai divisé ça en deux facettes, comme je l'ai expliqué au début, c'est-à-dire qu'il y a les réseaux pédophiles organisés affairistes et les réseaux pédophiles organisés sectaires. Et vous verrez que ces deux facettes, finalement, sont les deux facettes d'une même pièce. Et j'essaierai de développer pourquoi. Commençons par la facette affairiste. Je vais présenter en fait le schéma type des victimes qui se retrouvent dans ces réseaux pour comprendre comment, dans une majorité des cas, ils se fournissent en mineurs. Souvent, tout cela part d'une famille incestueuse. Une famille incestueuse où les parents vont violer leur enfant dès l'âge de 3 ans, entre 3 et 5 ans en général. Ce sont des familles qui connaissent déjà d'autres pédophiles, qui sont déjà en connexion avec des réseaux et parfois qui participent même activement. Assez rapidement après cette première phase, ils vont placer leur enfant sous l'autorité d'un adulte extérieur. Cet adulte extérieur, il va faire un peu le rôle d'un Mac pour des prostituées, c'est-à-dire qu'il va se faire de l'argent sur le dos de l'enfant en le vendant. Il aura la propriété sur lui. Et il va démarcher auprès de clients du réseau qui lui donneront directement l'argent. Ce qui va donner que l'enfant va être trimballé de client en client et régulièrement menacé s'il a l'idée d'en parler autour de lui. De plus, les enfants sont régulièrement drogués déjà pour créer une accoutumance. C'est exactement le même principe d'ailleurs que dans les réseaux de prostitution, mais aussi pour que les enfants soient tellement shootés finalement qu'ils ne comprennent même pas ce qui se passe, donc qu'ils supportent mieux le traumatisme de ces abus sexuels et qu'ils soient en même temps plus malléables, plus simple à contrôler. Après, il est difficile d'établir vraiment comment l'argent est redistribué au sein du réseau, mais comme il y a bien une organisation hiérarchique,
logique, on peut comprendre que les bénéfices doivent être aussi redistribués hiérarchiquement. En plus de ces revenus de la prostitution des enfants, donc de clients ciblés qui vont payer pour passer 1 heure ou 2 heures avec des enfants, soit chez eux, soit dans des fêtes foraines, soit il y a plein de possibilités pour ces réseaux-là. Il y a aussi beaucoup d'argent qui se fait sur le matériel pédopornographique, c'est-à-dire que ces viols, ces abus vont être régulièrement photographiés et filmés. Il y a d'ailleurs très glauque dans les détails puisque on dit aux enfants de toujours sourire quand on pointe une caméra sur eux, ce qui explique pourquoi dans les documents que la police récupère, ces vidéos, ces photos de viol, les enfants sont tout le temps souriants parce qu'en fait on les oblige, on les force à sourire pour que évidemment le pédophile qui regarde ce matériel-là ne soit pas gêné, n'ait pas l'impression qu'il encourage l'exploitation d'enfants. Bon, ce qui est assez troublant, assez glauque, mais ce fait-là, ce code-là de devoir sourire est décrit par plusieurs enfants et explique plusieurs choses. Ce matériel pédophile, il va soit être vendu sur des banques de données centralisées, comme c'était le cas par exemple à Zandvoort, soit à des clients directs, donc qui vont acheter sous le manteau des photos et des vidéos, soit comme ça se faisait avant Internet, comme c'était très très répandu, des magazines pédophiles qui vont être vendus à l'arrière de boutiques, parfois des boutiques de sex shop, ou ça peut être d'autres boutiques, ça peut être des bars, ça peut être des tabacs. On a encore les noms de ces revues, il y en a énormément, beaucoup plus qu'on ne le croit, avec parfois du symbolisme à l'intérieur pour permettre aux clients qui le souhaitent de contacter le réseau pour acheter plus tard, pour louer plus tard des enfants. Il peut arriver aussi, et là c'est particulièrement troublant, que ce soit des personnes qui commandent des vidéos. Dans ce cas-là, comme je vous l'avais dit précédemment, plus l'acte commandé est horrible, plus l'acte est sordide, plus l'acte est violent, plus il va falloir payer cher. Et selon les documents que j'ai trouvés, ça peut aller jusqu'à 20 000 € pour une vidéo. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ces déclarations-là, ces témoignages-là concordent exactement avec les documents qu'on a par rapport à des affaires internationales de pédophilie. C'est-à-dire que par exemple, on a le cas d'une vidéo qui s'appelle Daisy's Destruction, qui était vendue sur plusieurs sites de pédopornographie et qui coûtait jusqu'à 10 000 $ et qui mettait en scène justement la torture de 3 mineurs, dont un bébé. L'auteur d'ailleurs de ces vidéos a été arrêté, ce qui est une très très bonne chose. Donc on comprend avec ces prix exorbitants quelles classes sociales sont ciblées par ces choses-là. Et comment cet appât du gain entraîne les réseaux pédocriminels à aller toujours plus loin dans le sordide, ce qui explique aussi pourquoi on trouve des choses auxquelles on ne penserait même pas dans ce matériel pédopornographique-là. On comprend d'ailleurs d'autant mieux pourquoi l'organisation en réseau est essentielle. À partir du moment où on a des vidéos, où on a des photos, on a des preuves matérielles des actes, on a des preuves matérielles des viols. Il faut savoir que le viol d'un enfant, médicalement, on ne peut pas toujours le prouver. C'est-à-dire que, étant donné que les parois pénétrées sont extrêmement élastiques, c'est pas toujours évident pour un médecin de savoir si un enfant a été violé, à moins que le viol soit extrêmement récent. En revanche, à partir du moment où tous ces actes sont filmés, on a des preuves matérielles. Ce fonctionnement en réseau permet donc de garder un vrai contrôle sur ces fichiers-là pour éviter qu'ils ne tombent entre des mains qui pourraient les faire fuiter ou qui pourraient attirer l'attention sur ce matériel-là et donc finalement dégager une nouvelle affaire de Zandvoort. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'affaire de Zandvoort, vous voyez que la personne qui a récupéré les fichiers a dû forcer pour le faire et peut-être que s'il n'avait pas agi comme ça, peut-être que s'il n'avait pas employé des moyens moyennement légaux pour le faire, peut-être qu'on serait même pas au courant de ces choses-là. C'est dire comment ces réseaux finalement sont tellement bien organisés qu'ils gardent une certaine opacité. Mais au-delà du profit généré par ce matériel pédopornographique, qui doit être immense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude là-dessus qui a été menée, mais quand on voit le nombre de pédophiles et le prix de chaque vidéo, on se doute que c'est un marché énorme. Mais en plus de ça, certaines vidéos sont utilisées pour faire du chantage, c'est-à-dire que certaines vidéos sont filmés à l'insu du pédophile, c'est-à-dire qu'on va piéger quelqu'un de puissant dans le sens de l'ordre établi de notre société, c'est-à-dire puissant économiquement, pour exercer une pression sur lui. Ça, c'est raconté dans plusieurs témoignages de réseaux franco-belges, mais c'est aussi le cas dans l'affaire Epstein, c'est-à-dire qu'on a plusieurs témoins qui décrivent des caméras cachées dans les murs. Le réseau Epstein était un réseau qui servait aussi à piéger des puissants, et même la femme de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a avoué qu'en effet, Jeffrey Epstein possédait beaucoup de vidéos de ces actes-là. Alors, il est très probable que Jeffrey Epstein et sa femme, qui étaient aussi à la tête du réseau, travaillaient pour les services secrets. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Simplement, vous voyez qu'il y a une convergence entre ce qui se passe dans les réseaux pédophiles franco-belges, qui est de filmer des puissants, et ce qui se fait déjà dans l'affaire Epstein. Mais de toute façon, c'est une méthode très ancienne d'exercer un pouvoir sur les autres avec des documents compromettants, donc
que ce soit ce genre de vidéo ou autre chose, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et voilà, il faut savoir que c'est aussi quelque chose de très présent dans ces réseaux-là. Pour en revenir à l'enfant, il n'est plus intéressant dès l'âge de 15-16 ans, puisqu'on est dans un réseau qui cible les pédophiles. Mais quand on a un enfant qu'on a violé jusqu'à ses 15-16 ans, il faut en faire quelque chose. La première option, c'est tout simplement de le tuer et de faire disparaître le corps. Ce sont en général les rabatteurs d'enfants, donc ceux qui se procuraient initialement les enfants, qui s'en occupent. Les rabatteurs d'enfants, c'est ceux qui sont les plus bas dans l'échelle des réseaux et c'est ceux qui tomberont comme pédophiles isolés si le réseau commence à attirer le regard de la justice ou de la brigade des mineurs ou de n'importe quelle police. Deuxième option, étant donné que ce sont des enfants qui ont subi des traumatismes pendant des années, qui ont été fréquemment séquestrés, violés, drogués, ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que ces enfants deviennent tout simplement déments. Et dans ce cas-là, on peut les laisser partir parce qu'on sait qu'ils ne seront pas un danger. Déjà, personne ne les croira, personne ne les prendra au sérieux parce qu'ils sont psychiatriquement diagnostiqués comme déments. Mais, et ça c'est une troisième option plus optimiste, ce qu'il arrive dans certains cas, c'est qu'une personne extérieure, très attachée à l'une des victimes de ces réseaux, arrive à l'en sortir, un peu comme on sort quelqu'un d'une secte finalement, parce qu'il faut savoir aussi que certaines victimes développent un syndrome de Stockholm et donc ont tendance à retourner vers leurs agresseurs. Et ça c'est un principe psychologique que je ne vais pas expliquer, qui est plus complexe que ce qu'on en dit habituellement, je vous invite à creuser, c'est très intéressant, mais ça aussi c'est des choses qui arrivent. Alors quand ces personnes trouvent une aide extérieure, ça leur permet justement d'avoir un tremplin pour les expulser de ce type de réseau. Et souvent les témoins qui parlent, qui osent parler, qui ont ce courage-là, ce sont des personnes qui ont eu un soutien extérieur, parce que c'est extrêmement dur quand on est seul contre un réseau organisé, d'avoir le courage finalement de s'en sortir. Mais maintenant qu'on s'est intéressé aux victimes de ces réseaux, qui sont les enfants, on va essayer de dresser aussi un portrait des consommateurs. Qui sont ces personnes qui louent des enfants pour leur plaisir, qui consomment du matériel pédopornographique et même qui sont ceux qui organisent ces réseaux-là. Quand on analyse à la fois les témoignages, ce qui ressort dans d'autres pays, etc., parmi les métiers cités, on a des hommes d'affaires, des notables, des enseignants, des banquiers, des agents immobiliers, des magistrats et même parfois des hommes politiques ou des célébrités, comme je vous l'avais dit, ça a été le cas dans le réseau anglais. Alors vous notez que voilà, des magistrats, des avocats sont souvent cités et parfois on a même régulièrement des scandales qui sortent sur tel ou tel magistrat. Récemment, on a eu un magistrat qui prostituait sa fille de 12 ans sur des sites échangistes et ce magistrat, 5 ans auparavant, a été juge des enfants. Donc c'est des choses qu'on voit qui peuvent choquer mais qui sont très fréquentes. Alors je dis évidemment pas que c'est toute la profession de magistrat qui est corrompue, mais peut-être que j'y reviendrai par la suite. C'est un des éléments de réponse qui permet de comprendre aussi pourquoi il y a une telle solidarité entre l'appareil judiciaire français et belges et ces réseaux pédophiles là. Et évidemment, parfois, ces classes sociales aisées se servent de leur statut, se servent de leur argent pour récupérer des enfants de familles beaucoup plus pauvres. Et ce schéma, il est encore amplifié si on regarde dans les pays les plus pauvres, des gens qui se rendent dans des pays pauvres pour payer des enfants, pour profiter de la misère finalement, pour assouvir leurs besoins, voire même pour, encore une fois, alimenter des réseaux, c'est-à-dire faire des photos, faire des vidéos pour des réseaux internationaux, disons-le. Donc voilà, ces réseaux, quand ils n'enlèvent pas des enfants, quand ils n'en récupèrent pas dans des squats, ils se servent de leur position en tant que classe sociale pour profiter de la misère des classes sociales inférieures. On peut passer maintenant à la deuxième facette de ces réseaux. On était déjà dans le sordide, on était déjà dans l'immoralité totale, dans l'horreur, mais là on va monter encore d'un cran. Je vous demande vraiment d'être attentif parce que c'est quelque chose qui, moi en tout cas, m'a demandé un peu de temps à accepter. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre d'ailleurs, parce que quand on en entend parler pour la première fois, on a l'impression d'entendre une légende urbaine. Donc c'est important que pour en parler, même si je pense que certains sont déjà au courant, pour ceux qui ne le sont pas, je vais rentrer progressivement dans le sujet et il s'agit des réseaux pédophiles sectaires. Pour ça, je vais m'appuyer sur un témoignage en particulier. Sachez que ce n'est pas le seul, mais je préfère m'appuyer sur celui-ci parce que c'est le plus complet que j'ai trouvé, c'est le plus fiable et il a fait l'objet de tout un travail journalistique de quelqu'un qui s'appelle Bruno Fouchereau et qui est spécialiste des mouvances sectaires. J'expliquerai, ne vous inquiétez pas, pourquoi ce témoignage est extrêmement fiable et au fur et à mesure que je vais le déployer, vous allez comprendre en quoi il est la clé pour comprendre ces réseaux sectaires.
En 1984, un enfant de 11 ans qui s'appelle Samir, avec un foyer familial assez problématique, donc une mère alcoolique, cet enfant est abordé par justement une bande d'autres enfants qui vont petit à petit gagner sa confiance afin d'en apprendre plus sur lui. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent en apprendre plus sur lui ? Parce qu'ils veulent être sûrs que Samir n'a pas un environnement familial assez solide qui pourrait faire par exemple que sa disparition mette en place tout un dispositif policier ou autre. Samir est ensuite introduit à des adultes qui vont lui expliquer littéralement qu'il est, je cite, un guerrier de l'Alliance Kryptène et que cette alliance se prépare à une fin du monde qui devrait arriver prochainement. Il lui explique aussi que seuls les élus, c'est-à-dire les adeptes de l'Alliance Kryptène, seront sauvés de cette fin du monde parce qu'ils seront amenés sur Uranus. Donc vous voyez déjà un schéma, ce qui est typiquement sectaire, c'est-à-dire un schéma de type apocalyptique, exactement comme le font par exemple les témoins de Jéhovah, qui vise à dire que pour être sauvé d'une apocalypse qui devrait venir prochainement, il faut rejoindre notre secte. Donc un truc qui n'a aucun fondement, mais qui fonctionne sur des principes psychologiques bien connus, et surtout qui fonctionne sur un enfant de 11 ans influençable comme ça, et qui n'a pas de milieu familial stable, qui n'a pas de parents derrière pour le cadrer. Mais le plus inquiétant, c'est que derrière, il y a des adultes qui y croient aussi, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va proposer à Samir d'être initié dans l'Alliance Kryptène. Il va donc subir une séance d'initiation, donc une première séance, qui va consister, et c'est là que Samir tout de suite va comprendre son erreur d'avoir suivi ces adultes, qui va consister, donc on va le violer, puis on va brûler son corps à l'acide. Ces marques-là, Samir, il les a encore sur son corps, donc c'est-à-dire cette séance d'initiation qu'il a eue à 11 ans, lui a brûlé la peau à vie. Il va ensuite donc passer 10 ans dans cette secte où les membres se feront de l'argent sur son dos parce qu'il sera tout simplement prostitué de client en client. Donc c'est-à-dire que les clients vont appeler, Samir va y aller, ils vont lui donner l'argent et il va remettre l'argent aux adultes de la secte. Ce sera aussi dans des fêtes foraines que lui et d'autres enfants de l'Alliance Kryptène vont être prostitués auprès d'adultes qui paient toujours. Il y a toujours une tarification derrière. Mais pas seulement parce qu'il sera aussi prostitué et pas que prostitué, aussi torturé par des sectes ésotériques extérieures à l'Alliance Kryptène. Tout au long de son témoignage, Samir, il parle de ces réseaux sectaires qui procèdent à des rituels impliquant des enfants. Ces rituels, ce sont ce qu'on appelle dans ces milieux-là des rituels de magie sexuelle qui visent à dépasser, si on veut, les carcans moraux que les personnes dans ces sectes imaginent comme ça unifiés par la pensée chrétienne, c'est-à-dire les carcans moraux de la Bible. Donc montrer sa supériorité en dépassant ces carcans moraux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à faire n'importe quoi, on est libre. C'est un peu ça, finalement, une des doctrines qui sous-tend ces sectes. Mais je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Simplement, sachez que ces cérémonies sont extrêmement ritualisées et donc il y a par exemple des symboles ésotériques qui reviennent fréquemment et ce sont des symboles très connus. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les symboles décrits par Samir se retrouvent dans d'autres témoignages, comme par exemple celui des enfants du célèbre documentaire Viol, la fin du silence, qui était présenté sur France 3 par Élise Lucet. Donc ce sont des symboles qui font partie d'un vocabulaire ésotérique commun à énormément de sectes et dont des sectes évidemment qui ne pratiquent pas forcément ce genre de choses. Mais ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'en plus de ces symboles, les enfants décrivent un peu tout le temps la même chose, c'est-à-dire des prières en latin qui sont déclamées avant les cérémonies, des prises de drogue juste avant la cérémonie de magie sexuelle. Donc d'ailleurs je n'ai pas expliqué, la magie sexuelle, en gros une cérémonie, ça consiste tout simplement à faire une orgie entre des adultes et des enfants. Et pas que, parce qu'avant il y a des choses qui sont décrites, des sacrifices rituels d'animaux, des pratiques symboliques qui en tant que profanes nous semblent obscures, et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas décrire qui sont très très violentes. Même si ce ne sont pas les mêmes sectes qui sont décrites, en tout cas on peut, d'un point de vue plus matérialiste, d'un point de vue plus terre à terre, on peut dire que ce sont des sectes qui cachent leur déviance sexuelle, leur déviance morale, derrière un espèce de gloubi-boulga idéologique ésotérique qui mélange énormément de mythologies différentes, de symbolisme, un espèce de vraiment de melting pot de plein de choses, c'est l'impression que ça donne, comme s'ils essayaient de complexifier inutilement par de l'ésotérisme ambigu pour justifier en fait leurs déviances sexuelles qui sont extrêmement simples. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils disent qu'ils se sentent supérieurs aux profanes, etc.
etc. Parce qu'il y a tout un vocabulaire, toute une mythologie à connaître avant d'être initié dans ces sectes-là. Et donc, ils aiment bien se sentir supérieurs avec leur espèce de bouclier ésotérique qui n'a aucun sens pour un profane. Fermons la parenthèse, mais en tout cas, c'est à partir de cette idéologie-là que va se développer les réseaux que je qualifie de sectaires. Donc, vous avez vu que ce qui les rapproche des réseaux affairistes, c'est qu'il y a aussi de la prostitution. Ces sectes se font aussi de l'argent. Je ne sais pas exactement comment l'argent est redistribué. Ce qui est sûr, c'est que là aussi, il y a une structure hiérarchique. Donc, on voit bien que ce n'est pas à séparer radicalement des réseaux affairistes. Finalement, les deux doivent coexister et s'entraider, même si on ne peut pas savoir exactement dans quelle mesure cela se produit. Mais on sait bien que c'est hiérarchique et que, par exemple, Samir le dit, une des personnes haut placées dans cette secte possédait un hôtel particulier à Paris. Et ce qui résonne étrangement, là aussi, encore une fois, c'est peut-être des coïncidences, mais ça commence quand même à en faire beaucoup, ça résonne avec le documentaire donc Viol d'enfants, la fin du silence, présenté par Élise Lucet, parce que les enfants décrivent aussi un hôtel particulier à Paris ou à ses alentours, où dans le sous-sol, finalement, il y avait des rituels, des cérémonies rituelles impliquant la torture, le meurtre, le viol d'enfants, tout ça est décrit. Et donc voilà, encore une fois, quelque chose qui concorde. Je dis pas que c'est forcément du coup le même hôtel particulier, mais en tout cas, ça commence à faire beaucoup de coïncidences entre les deux témoignages. Autre point commun finalement avec les réseaux affairistes, c'est que eux aussi, lors des cérémonies, prennent des photos et des vidéos. Ce que deviennent ces photos et ces vidéos, on ne le sait pas, mais probablement qu'elles sont aussi vendues. Monsieur Ouachiche, Samir Ouachiche, décrit ça très en détail, et il a d'ailleurs eu beaucoup de chance parce qu'il a failli être extradé par un contact aux États-Unis, donc dans un réseau qui s'étend jusqu'aux États-Unis, ce qui montre bien que finalement les réseaux européens, franco-belges, etc. sont des réseaux internationaux. Et il faut le dire aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'où ça va, et peut-être que tous les pays du monde sont touchés d'une certaine manière, ou peut-être pas, peut-être que c'est plus restreint, mais en tout cas le fait qu'il y ait un contact aux États-Unis qui fasse aussi partie d'un réseau, et que Samir ait failli y être extradé, est assez révélateur. Maintenant, pourquoi est-ce que ce témoignage est si vraisemblable ? Déjà parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas le seul, on en a plein d'autres qui coïncident exactement avec le témoignage de Samir. D'ailleurs, le journaliste derrière le témoignage de Samir a recueilli d'autres enfants qui parlent de la secte cryptène et tous ces témoignages se recoupent. Et même si on prend les descriptions des cérémonies, ce sont les mêmes éléments, les mêmes symboles qui ressortent. Ensuite, comme je l'ai dit, Samir porte les traces de ces rituels sectaires sur son corps. Son corps est encore marqué par l'utilisation de l'acide lors de la cérémonie d'initiation. Enfin, son témoignage a été élaboré avec l'aide d'un psychiatre qui est spécialisé dans les troubles liés à des abus pédophiles et qui a confirmé donc que Samir a bien subi ce qu'il raconte, a bien subi en tout cas des viols en réunion et de la torture. Donc si on peut émettre peut-être des réserves sur certaines descriptions, parce que je rappelle que les enfants étaient drogués avant chaque rituel, en revanche, il est hors de question de douter de l'existence de ces réseaux, étant donné tous les éléments qu'on a qui se recoupent finalement. Et le fait évidemment que ce soit expertisé constamment. Ça rajoute beaucoup de crédit à ces choses-là. Quant à savoir qui exactement est impliqué, eh bien tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à la fois une hiérarchie verticale et une extension horizontale assez étendue pour toucher certaines institutions. Pour donner un exemple vraiment très simple, Samir a affirmé qu'un des membres de l'Alliance cryptène était un policier de la brigade des mineurs et qu'il a plusieurs fois fait obstruction quand la secte cryptène attirait trop l'attention sur elle. Donc vous voyez que cette horizontalité des réseaux est très importante parce que quand on a des membres dans plusieurs institutions, c'est très pratique pour manipuler les faits. Le fait que dans beaucoup de témoignages d'enfants, il y ait des magistrats qui soient cités, des avocats qui soient cités, parfois des hommes politiques, etc., explique peut-être en partie pourquoi les affaires judiciaires de pédophilie organisée soient si étrangement traitées par la justice française. Et ce n'est pas que, je le répète, ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi des instances internationales comme l'ONU. Donc simplement, n'importe qui avec un regard extérieur sur les choses dira la même chose que moi. C'est évident que toutes ces affaires, quand on s'y intéresse de près, ressemblent fortement, et je dis pas que c'est le cas, mais je dis que ça ressemble fortement à des obstructions judiciaires, mais très graves, à de la corruption généralisée. Mais en l'absence
l'absence donc d'enquête, en l'absence de démantèlement concret, on ne peut pas connaître l'ampleur du phénomène et le niveau de corruption de ces institutions. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette corruption est bel et bien présente. Ce qui est sûr, et je conclurai là-dessus, c'est qu'il est évident que le système actuel, il n'y a même pas besoin d'occulter les choses. Les choses sont devant nos yeux. Là, tout ce que je vous ai sorti, c'est vérifiable. Tout ce que je vous ai sorti, vous le trouverez. Simplement, il faut faire l'effort de recherche. Et que les journalistes en France ne le font pas, donc j'ai essayé de m'atteler à la tâche sur la question. Et même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas exhaustif, c'est déjà un pas en avant parce que je pense que la seule chose qui pourra faire avancer les choses là-dessus, outre le fait qu'il faudrait un changement d'ordre social complet, c'est-à-dire une sortie du capitalisme, parce que finalement, toutes ces choses-là, cette marchandisation des humains, ce n'est que une des résultantes du système capitaliste qui continue de se développer. Mais au-delà de ça, il faut tout simplement une mobilisation collective, parce qu'une pression collective, c'est la seule chose qui peut réveiller les membres du gouvernement qui savent très bien, je pense, que ces choses-là existent. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y avait des tonnes et des tonnes d'hommes puissants qui traînaient avec Jeffrey Epstein. Alors je dis pas qu'ils étaient forcément pédophiles, mais ils étaient forcément au courant, ils n'ont jamais rien dit. Mais si il y a vraiment un soulèvement populaire, s'il y a vraiment une prise de conscience collective, ils seront obligés de le reconnaître et de faire le ménage. Donc même si ces réseaux sont dialectiquement issus de l'ordre social en place, il faut savoir que ces gens-là, qui ont des contacts dans les milieux institutionnels, se croient à l'abri de toute la machine judiciaire. Donc il va falloir se mobiliser et leur montrer que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo parce que, comme vous le voyez, c'est des vidéos qui demandent beaucoup de travail, qui ne sortiront donc pas régulièrement. Mais en tout cas, je vous invite à suivre, si vous avez aimé ça, vous pouvez suivre mon travail. Ça continuera. Et n'oubliez pas que Karl Zero prépare un documentaire sur les réseaux pédophiles qui sortira prochainement. Et bien sûr, vous intéressez aussi au travail des militants lutte pour les droits de l'enfance. Par exemple, l'association Enfance en danger, vous pouvez bien sûr les encourager, etc. Il y a aussi des gens qui se battent sur le terrain. Donc c'est extrêmement important de les soutenir. C'est extrêmement important aussi de soutenir d'une manière générale le journalisme d'investigation pour qu'enfin tous ces sujets remontent à la surface et qu'il y ait une prise de conscience collective. Merci de m'avoir écouté.